Bonjour, bienvenue à tous à notre session du jour avec Afiren, une société qui a fait son introduction en bourse en septembre 2021, qui produit des acides organiques naturels et bas carbone, qui entrent dans la composition de nombreux produits du quotidien et qui, à l'occasion de ces résultats, on va faire le point avec ses différents dirigeants. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous laisserai vous présenter. Donc merci beaucoup de votre présence. Donc effectivement, cette introduction en bourse qui a eu lieu il y a 4 mois, c'est un vrai rendez-vous pour effectivement de voir comment vous avez pu avancer depuis, et également aussi qu'est-ce que vous avez de nouveau à dire par rapport au webinaire qu'on avait organisé en septembre 2021. Voilà, donc je vais vous laisser vous présenter et puis commencer à nous parler, effectivement peut-être nous redire un peu qui est Afiren pour parler aussi de vos derniers projets. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci et bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de vous être connectés. Alors, on a prévu de faire un point effectivement sur un point d'avancée par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois. Cette présentation va s'articuler en 3 points distincts. Un premier pendant lequel on va évoquer la mise en service de notre usine. Un point dans le cadre de nos résultats 2021. Et puis un point qui est important pour nous, pour notre stratégie, c'est un point d'avancée sur notre politique ESG. Donc, sur ces 3 aspects, pour présenter ces points-là, aujourd'hui, donc Maxime Cordonnier, le directeur financier d'Afiren, sera présent, tout comme Caroline Pettini, qui est en charge de la RSE et de la communication, et Jean Saint-Donat, qui est en charge de la JV, qui s'appelle Afiren Neoxy, JV avec le fonds BPI, SPI de BPI France. Donc un petit rappel simplement sur Afiren. Qu'est-ce qu'est Afiren? Pourquoi on en est arrivé là? Et quelles sont finalement nos ambitions? Le point principal, si on revient un petit peu en arrière, parce que cette année va être les 10 ans de la société, le projet a démarré officiellement en 2012. Le point important, c'était notre volonté de s'inscrire finalement dans un environnement changeant, de prendre en compte un certain nombre de limitations, que ce soit au niveau des ressources naturelles, finalement cette modification du climat, tout ça pour devenir une entreprise qui soit durable à la fois dans le temps et économiquement performante, mais aussi durable par rapport à son environnement. Ça a été au cœur de nos stratégies. Comment est-ce qu'on développe une société qui va s'inscrire dans cette mutation à travers le temps pour être finalement une société qui sera pérenne et qui sera là encore dans de nombreuses années. Donc, Afiren, on a mis en place une technologie et un savoir-faire qu'on a développé à travers le temps pour produire ce qu'on appelle des acides organiques. Ce sont des ingrédients qui sont utilisés dans une multitude d'applications que nous utilisons tous les jours au quotidien, qui sont finalement utilisés par des industriels dans leurs recettes et qui sont aujourd'hui 100% quasiment, on va dire 99% d'origine pétrosourcée. Aujourd'hui, ces molécules existent, le marché existe, c'est à peu près 15 milliards de dollars par an, mais elles sont d'origine pétrosourcée. Donc nous, avec notre technologie bas carbone et respectueuse de l'environnement, on amène la même molécule avec la même performance, mais on la produit différemment de façon biosourcée et respectueuse de l'environnement. Et ça va nous permettre de toucher un certain nombre de clients qui cherchent finalement à s'inscrire dans cette mutation, sortir finalement d'ingrédients issus du pétrole et aussi de travailler sur leur empreinte environnementale et leur empreinte carbone. Donc notre process, en fait, et le concept d'Afiren, au tout départ, c'est d'utiliser une matière première qui ne soit pas en concurrence avec la nourriture humaine. Ça, c'était philosophiquement très important. Et donc, ça nous a permis de nous axer sur une fermentation qui est la première base de nos technologies, sur une fermentation qui est basée sur des coproduits ou sur des, on pourrait dire, déchets d'une certaine façon, et notamment de l'agro-industrie, et c'est le cas pour cette première usine dont on va parler un petit peu plus tard, puisqu'on va utiliser les dérivés de l'industrie du sucre. On a développé ensuite un concept, vraiment un process qui nous permet de minimiser cet impact environnemental, d'être
très bas en termes d'émissions de carbone. On va les diviser par 5 par rapport à nos concurrents pétrosourcés. On a conçu un process qui soit propre, qui est propre et donc qui permet de recycler l'eau et d'avoir aucun déchet. Le seul résidu va être un engrais qui va retourner au sol pour refaire un cycle de production de la biomasse et donc dans notre cas de la betterave à sucre. Donc là, on est vraiment dans une logique totale d'économie circulaire, sans déchets, respectueuse de l'environnement. Et à l'issue de ce process, on va produire 7 acides organiques différents, 7 molécules différentes, 7 ingrédients qui vont être utilisés dans de multiples applications, que ce soit la nourriture humaine, en général comme conservateur ou comme arôme, la nourriture animale, en remplacement des antibiotiques, mais également tout un panel d'applications, que ce soit pour les arômes, les parfums, donc en cosmétique, en pharmacie, dans la chimie fine, et on l'utilise aussi dans le monde des lubrifiants. Donc finalement, un portefeuille très diversifié qui nous permet aussi d'avoir une gestion du risque, j'allais dire de débouché marché et de valorisation de nos molécules naturelles, qui est finalement optimisée par ce portefeuille très large. Un point important aussi également, c'est que non seulement notre marché est diversifié, mais il est également en forte croissance sur tous finalement les secteurs que nous allons viser. Il y en a 6 principaux. La nourriture humaine est clairement une target importante pour nous, mais également la nourriture animale. Voilà, et cette diversification se cultive à travers ces 7 molécules différentes. Et tout le travail finalement de business development que nous sommes en train de réaliser en ce moment pour créer finalement de nouvelles opportunités grâce à cette offre naturelle et biosourcée. En quelques mots, Aphirène. Aphirène, c'est aussi Aphirène Neoxy. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 90 personnes. Vous voyez 70 personnes sur les slides, mais c'était à fin 2021. Ça inclut les effectifs d'Aphirène et donc d'Aphirène Neoxy à Carlin, cette première usine. 10 ans, j'en parlais tout à l'heure. 7 molécules issues de notre process de production. Et puis, on en parlera un petit peu plus tard, une note Etifinance qui est en progression avec et qui finalement colle à notre développement, à notre ambition. IPO donc en septembre de l'an passé, qui va nous donner effectivement les moyens de pouvoir accélérer notre développement et notamment à l'international. Et puis 3 valeurs très importantes, fondamentales, qui sont finalement un outil très important que nous utilisons au quotidien pour recruter, pour choisir nos partenaires, pour choisir notre matière première également. Donc l'engagement, l'agilité, l'humilité sont 3 valeurs très fondamentales de la société. Voilà, maintenant je vous propose qu'on fasse un point sur la mise en service industrielle de notre première usine. Vous le savez, elle est construite dans le Grand Est, sur la plateforme de Carlin-Saint-Avold. Et donc, je laisse Jean, président d'Aphirène Neoxy, faire un point sur le développement de ces derniers mois et finalement donc évoquer cette mise en service. Bonjour à tous. Donc, quelques chiffres quelques données pour caler un petit peu cet investissement industriel. C'est une capacité de production d'acide organique, comme on parlait tout de suite Nicolas, de 16 000 tonnes par an. Nous sommes en train de créer 60 emplois. On est plus de 50 aujourd'hui dans l'entreprise et on sera 60 dans les prochaines semaines. Comme l'expliquait Nicolas, nous avons un coproduit d'un engrais qui est un produit minéral qui est utilisable en agriculture biologique, qui donc retourne à la terre. Voilà, tout ça avec une équipe relativement expérimentée de personnes qui ont une vraie expérience industrielle, une vraie expérience des démarrages, une vraie expérience de la gestion d'unités industrielles en feu continu. C'est un investissement, je le rappelle, d'à peu près 60 millions d'euros qui a été consenti et qui a démarré, on va y revenir. Et donc, comme l'explique Nicolas, Aphirène Neoxy, c'est une joint venture donc qui est entre Aphirène, qui est l'associé majoritaire, et puis le fonds SPI de BPI France. Voilà. En termes de planning, le démarrage de tout notre projet industriel a démarré tout début 2019 avec une phase de pré-ingénierie.
Donc, malgré un environnement sanitaire que nous connaissons tous assez compliqué en 2020 et 2021, nous avons tenu nos délais et notre budget de 60 millions d'euros pour arriver aujourd'hui à la phase de réception et de mise en service industrielle qui a démarré, qui est en cours avec l'objectif de livrer des produits courant 2022. Donc une expérience qui dure depuis 3 ans et qui est passée par un chantier important en 2020-2021. Voilà, comme je le disais précédemment, le recrutement de l'équipe est quasiment finalisé. On est au-delà de 50. On vise un effectif à marche complète de 60 personnes. Objectif de livraison de l'eau en 2022, comme on l'a dit. Quelques données économiques pour caler un peu les choses. L'objectif de chiffre d'affaires annuel d'Affiren Neoxy, c'est 35 millions d'euros, avec un objectif d'EBITDA positif en 2023. Donc 2022, c'est vraiment l'année du démarrage, de la livraison des lots, et nous sommes complètement en ligne avec cet objectif. Voilà. Quelques photos de notre site industriel. Donc, comme le disait Nicolas, nous sommes sur le site de Carvin-Saint-Avold, qui est un site pétrochimique existant, et on est très content d'y être parce que c'est un site qui nous permet de bénéficier de tout un ensemble de services industriels qui sont disponibles et qui nous ont évité d'investir. Donc, c'est un bel endroit, c'est un endroit qui est proche de nos matières premières et proche de nos clients. Donc, une photo du site industriel, une photo de notre laboratoire, une photo de la salle de contrôle avec nos écrans interactifs, voilà, puis quelques photos de bac et puis de l'unité industrielle. Donc, on est vraiment au cœur de la plateforme qui nous fournit un certain nombre de services industriels. Ce qui relève d'Affiren, c'est la partie de devant ou c'est aussi également la partie de derrière en bleu? Non, la partie de derrière, c'est un autre industriel. Ce qui est vraiment Affiren Neoxy, c'est la partie qui est en première approche. Okay, merci. Absolument. Absolument. Alors, l'image le montre mal, mais entre les deux unités, il y a plusieurs centaines de mètres, en fait. Hein, donc, il y a de la place potentielle pour faire croître nos unités si nécessaire. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette parcelle. Très bien. Je cède la parole à Maxime. Oui, très bien. Maxime, je te laisse commenter les résultats 2021. Ouais. Alors, effectivement, le communiqué qu'on a réalisé jeudi soir était double hein, sur la mise en service de cette première unité et sur nos résultats 2021, suite au conseil d'administration du 24 mars qui a donc arrêté les comptes et les rapports des commissaires aux comptes qui ont été émis et qui seront présentés à l'Assemblée générale en juin. Alors, d'abord sur le compte de résultats. Donc, ce que je vous présente, ce sont des comptes de résultats en IFRS. Et dans lequel, pour rappel, ce qu'on avait évoqué à l'introduction en bourse, c'est qu'Affiren Neoxy, cette première filiale, est mise en équivalence dans les comptes d'Affiren, c'est-à-dire qu'elle n'est pas consolidée. C'est une analyse qui a été réalisée effectivement par nos différents conseils et nos commissaires aux comptes par rapport à la gestion de cette filiale. C'est un arbitrage comptable qui pourra être réévalué chaque année, peut-être pour une consolidation future. Et les prochaines usines, clairement, elles seront consolidées dès lors qu'elles seront en plus vocation à être détenues à 100% ou de manière très, très majoritaire. Mais donc, les résultats d'Affiren Neoxy, c'est une ligne intégrée dans le compte de résultats, c'est le commentaire C, auquel je viendrai après. Donc, dès lors, aujourd'hui, le chiffre d'affaires d'Affiren, c'est constitué principalement des services apportés d'Affiren à Affiren Neoxy, que ce soit la technologie qui est concédée, la licence qui est concédée, ou tous les services complémentaires qu'Affiren apporte à Affiren Neoxy pour permettre le démarrage et la production, services administratifs, techniques et commerciaux. Alors, il s'établit à 3 millions d'euros cette année, en baisse d'1 million d'euros par rapport à l'année dernière, principalement parce que l'année dernière, il y avait une rémunération exceptionnelle d'Affiren Neoxy à Affiren dans le cadre de l'obtention de la subvention BBI, cette prestation n'ayant pas vocation à être renouvelée. On a aujourd'hui un chiffre d'affaires qui s'établit à 3 millions d'euros pour tous les services rendus d'Affiren à Affiren Neoxy. Clairement, tout ceci, cette structure de PNL et notamment avec Affiren Neoxy va évoluer dès lors qu'Affiren Neoxy va commencer à produire les lots dès cette année.
En termes de charges d'exploitation, on est en augmentation à plus 1,2 million d'euros, ce qui était assez logique et ce qui était clairement prévu par rapport à l'accélération finalement des recrutements pour préparer notamment les usines 2 et 3. Donc, c'est la principale explication des augmentations de ces dépenses. L'augmentation de la taille de l'équipe pour préparer les prochaines usines en parallèle du démarrage de celle-ci, et donc les prestations aussi liées à ces préparations des prochaines usines. Donc, on se retrouve avec un résultat personnel courant de moins 2,2 millions d'euros, clairement en ligne dans cette logique de courbe que l'on a en préparation du démarrage de la première usine et des prochaines. Ensuite, on a une intégration d'Afiren Oxy à moins 1 million d'euros, donc qui est pris à 51%. Donc, ce qui fait qu'en fait, ça fait plutôt un moins 2 millions d'euros en global. C'est moins que l'année dernière, bien qu'Afiren Oxy a eu un peu plus de dépenses dans la logique de préparation du démarrage des opérations, principalement parce que ça a été compensé par justement cette prestation exceptionnelle qui a eu lieu en 2020, qui n'a pas été reconduite en 2021, et des constatations comptables d'un certain nombre de subventions qui se mettent en place. In fine, on se retrouve avec un résultat net en négatif de 3,6 millions d'euros, donc légèrement creusé par rapport à l'année dernière, clairement en ligne par rapport à ce qu'on avait prévu budgétairement dans l'accélération de nos dépenses pour permettre justement les déploiements des prochaines usines. Sur la structure bilancielle, celle-ci a beaucoup évolué cette année suite à l'introduction en bourse et donc la levée de l'ordre de 70 millions d'euros de fonds additionnels. Donc, on a une structure d'actifs où on a les actifs non courants qui sont principalement composés d'Afiren Neoxy, de cette première société, et les actifs courants qui sont principalement constitués de notre trésorerie qui s'établit à 67 millions d'euros à fin de cette année. Et donc, sur la partie passive, on voit une structure bilancielle très orientée sur les fonds propres, avec des capitaux propres à pratiquement 78 millions d'euros. Les passifs non courants et courants étant principalement constitués des différentes dettes que l'on a pu émettre au fur et à mesure de la société, et que ce soit notamment le prêt, les PGE, qui sont la principale évolution puisqu'ils sont passés de courant à non courant suite à l'évolution de ces PGE qui sont maintenant amortissables sur une durée longue. Un dernier point sur les grands métriques, les grands chiffres d'Afiren Neoxy, qui est détenu à 51% par Afiren, mise en équivalence dans les comptes d'Afiren. On voit une grosse évolution des actifs non courants qui sont le reflet de la construction de cette usine qui est aujourd'hui finie. Donc, à fin 2021, ces actifs non courants s'élevaient à 57 millions d'euros. Donc, c'est la licence technologique concédée par Afiren et majoritairement les actifs de l'usine de construction. Ensuite, on a effectivement la trésorerie qui s'élève à 15,3 millions d'euros et les actifs courants hors trésorerie qui sont principalement toutes les subventions qui sont en cours de réception et donc qui vont arriver finalement en trésorerie sous peu. Donc, on a aujourd'hui une trésorerie qui est très confortable pour Afiren Oxy pour démarrer cette nouvelle phase de mise en service et ensuite de production et de ramp-up. Je rappelle, l'introduction en bourse et les moyens obtenus avec l'introduction en bourse n'ont pas vocation à financer cette première usine qui était déjà financée avant l'introduction en bourse par un apport en fonds propres, une structuration de dette et des éléments de subvention additionnels comme par exemple la subvention européenne BBI. Et ensuite, on a une structuration de passifs non courants et courants qui sont principalement le reflet de toutes ces dettes et subventions qui sont en cours de mise en place ou déjà mises en place à fin 2021. Et donc, au final, on récupère 51% et donc on a 20 millions d'actifs nets attribuables à Afiren que l'on retrouve dans les comptes de la société Afiren. Voilà pour les comptes à fin 2021. En plus de ces comptes à fin 2021, finalement, un rappel des grands éléments qui ont lieu dans ces 6 derniers mois depuis l'introduction en bourse, pour lesquels vous avez sûrement vu passer les communications. C'est d'abord la signature de contrats commerciaux additionnels pour cette première usine Afiren Neoxy, que ce soit un contrat de distribution avec le groupe Le Save pour le marché des arômes et parfums, ou des contrats d'approvisionnement stratégique sur la nutrition humaine et la nutrition animale,
Pour rappel, donc aujourd'hui, on a un peu plus de 65% finalement du chiffre d'affaires de cette première usine qui est déjà sécurisé sur une pleine capacité, ce qui nous permet de voir largement le démarrage de cette première usine avec des contrats qui sont en cours de négociation actuellement pour finaliser et continuer d'augmenter finalement ce pourcentage. Sur Affiren Neoxy, en parallèle de cette fin de construction, on a eu donc la visite effectivement de la ministre Agnès Pannier-Runacher, notamment dans le cadre du plan de relance. Et le troisième point, pour lequel on n'a pas eu de communication particulière, mais qui est un sujet qui avance fortement en parallèle, ce qui est aussi, on va dire, le résultat des augmentations de dépenses, c'est la préparation de l'usine 2, avec différents scénarios qui sont en cours d'analyse, que ce soit en Amérique du Nord et en Asie, pour lequel tous les travaux finalement d'analyse des matières premières possibles à utiliser ont été réalisés. Et donc aujourd'hui, on a une vision assez claire des matières premières qui pourraient être amenées selon le scénario qu'on retiendra. Et en même temps, une structuration finalement du financement pour permettre le déploiement de ces prochaines usines, sachant que les fonds propres pour ces prochaines usines ont été obtenus, ont été sécurisés grâce à cette introduction en bourse. Maintenant, c'est toute la structuration de dette qui est en préparation, en parallèle des discussions avec nos partenaires locaux pour l'établissement de ces prochaines usines. L'idée générale, c'est de refaire des joint ventures sur ces prochaines usines? Non, pas forcément. Aujourd'hui, ce que l'on a mis comme scénario principal, c'est une détention à 100% de ces prochaines usines. Et c'est dans cette logique-là qu'on avait structuré le montant d'introduction en bourse pour permettre d'être détenant à 100% ces capacités en fonds propres. On ne s'interdit pas la possibilité d'avoir des partenaires locaux faiblement détenteurs dans ce filiales si on considère que c'était pertinent pour par exemple une gestion de risques locaux ou d'accompagnement dans le déploiement. Donc c'est reste pragmatique sur cette approche, mais aujourd'hui le scénario principal, en tout cas financier, reste une détention à 100%. En tout cas, c'est comme ça qu'on avait structuré le besoin de financement. Sur ces prochaines usines, justement, si je reviens finalement sur ce qu'on avait évoqué à l'IPO, aujourd'hui, ça reste inchangé à la fois sur les tailles d'usines visées des prochaines, des usines un peu plus grandes que la première, 28 000 tonnes, plus performantes économiquement, de l'ordre de 35% de marge d'EBITDA, avant tout à cet effet de taille, qui est une augmentation de taille de l'ordre de 75%. Ce n'est pas des multiples de taille de la première, ça montre bien que cette première usine Affiren Neoxy est déjà à taille industrielle. C'est avant tout une optimisation finalement de cette performance. On continue donc d'analyser, comme je l'évoquais, l'Amérique du Nord et l'Asie. Le but, c'est vraiment d'être capable de répondre à ce marché qui est principalement situé sur ces trois continents, avec des clients qui sont clairement des clients globaux et qui ont des besoins sur ces trois marchés, en étant capable de faire cette réponse de manière locale et en s'approvisionnant de manière locale avec justement des résidus végétaux locaux. Et donc, dès lors, on reste sur les mêmes objectifs de déploiement. Aujourd'hui, on a donc toujours cette mise en service d'Affiren Neoxy en 2022. L'objectif est donc qui nous permettra d'avoir une marge d'EBITDA d'Affiren Neoxy positive en 2023, c'est l'objectif. Une ouverture, une mise en service de deuxième usine fin 2024 et donc un objectif de marge d'EBITDA groupe cette fois-ci positif en 2025 avec cette deuxième usine. Puis l'ouverture de la troisième usine en 2027 avec un objectif en 2026 avec un objectif en 2027 donc d'un chiffre d'affaires sur ces trois usines de plus de 150 millions d'euros et une marge d'EBITDA groupe de l'ordre de 30% pour finalement une capacité installée sur ces 7 acides avec ces trois usines de plus de 70 000 tonnes. Aujourd'hui, ça c'est vraiment notre trajectoire sur laquelle elle reste totalement inchangée depuis ce qu'on a évoqué à l'introduction en bourse il y a 6 mois. Voilà sur les résultats. Je passe Il y a plusieurs questions là, même si vous avez parlé d'EBITDA positif en 2025, sur votre équilibre global. C'est-à-dire l'équilibre financier de la société. Donc, c'est des questions qui étaient posées. Aujourd'hui, on est. J'imagine que la question se pose en termes de résultats. Oui, c'est ce que effectivement j'ai évoqué en 2021. On était négatif. Et c'est logique. Aujourd'hui, ce qui va être vraiment notre source de revenus, ça va être la vente de ces acides avec ses capacités de production industrielle. Donc aujourd'hui, on attend vraiment le démarrage de cette prochaine usine et de cette première usine et des prochaines pour être capable vraiment de générer ce chiffre d'affaires conséquent qui s'établira à 150 millions d'euros en 2027. Aujourd'hui, on est dans une logique vraiment d'une courbe en J. On continue à avoir des dépenses pour préparer ces prochaines usines, mais qui ne sont pas encore couvertes par la vente de ces acides.
Et c'est bien tout l'enjeu, nous, c'est d'avoir finalement ce déploiement rapide de ces usines pour être capable justement de dégager cette marge d'EBITDA positive dès 2025 et à 30% dès 2027. Parfait, merci beaucoup Maxime. Je vous propose d'aborder la dernière partie de cette présentation avec Caroline sur le travail qui a été fait sur la raison d'être et la notation extra-financière. Bonjour à tous. Merci Nicolas pour l'introduction. Donc effectivement, vous l'avez vu, hein, ce qui caractérise, ce qui différencie Afiren, c'est le fait d'avoir une offre qui est finalement basée à la fois sur la performance économique, sur la qualité des produits, mais aussi sur un impact environnemental amoindri. Donc le développement durable est au cœur de notre offre produit, et pour que cela aussi dure dans le temps, et puisque ça fait partie de notre ADN, on a décidé, choisi très en amont d'inscrire la RSE au cœur de notre stratégie. Et en 2022, on a initié quelques chantiers, notamment une réflexion sur qu'est-ce que notre raison d'être. Ce travail a été fait en consultant nos parties prenantes, à la fois en interne et à la fois en externe. Et finalement, ça nous a permis de formaliser cet énoncé de raison d'être, hein, qui est de rendre possible une industrie bas carbone et circulaire en apportant des solutions biosourcées qui sont bâties pour et avec notre environnement. Donc ça, c'est vraiment notre boussole, notre cap qui va nous diriger pour le présent et le futur. Donc cette raison d'être, elle s'illustre de manière très concrète avec des engagements. Donc sur 3 grands piliers finalement. Le premier axe, c'est de proposer des solutions biosourcées, durables et performantes. Le deuxième axe, c'est de contribuer à une industrie bas carbone, circulaire et responsable. Donc là, finalement, dans notre façon d'opérer nos opérations, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être le plus durable possible? Et enfin, le troisième axe, c'est ce qui va finalement concerner toutes nos interactions avec les écosystèmes, donc pour et avec notre environnement. Donc à la fois, comment est-ce qu'on interagit avec nos employés et avec nos partenaires. Donc sur ces 3 grands axes, on s'est fixé 9 objectifs très généraux. Je vais en citer quelques-uns, mais pas forcément tous les balayer. Mais par exemple, au niveau de nos produits, ce qu'on souhaite, c'est vraiment mettre l'éco-conception au cœur de notre innovation, et c'est ce en quoi on s'engage. Et par exemple, on fait des analyses de cycle de vie de l'ensemble de nos produits pour s'assurer que de faire les bons choix en termes d'innovation. Et notre objectif aussi principal, c'est finalement de proposer à l'industrie, à nos clients, des alternatives biosourcées et bas carbone aux ressources fossiles, et de proposer ça dans des quantités industrielles. Donc, par exemple, l'analyse de cycle de vie de nos produits a montré que l'empreinte carbone des solutions qu'on propose est 5 fois plus faible que celle des produits traditionnels sur le marché. Donc voilà, et de manière générale, alors pour nos opérations, c'est vraiment à la fois de réduire aussi notre empreinte carbone, mais de se placer dans un concept d'économie circulaire, de préserver les ressources. On utilise des ressources renouvelables, donc il faut aussi être vigilant sur la préservation de ces ressources dans notre façon de fonctionner. Donc ça, c'est notre objectif numéro 5. Et au niveau de finalement nos interactions, eh bien, déjà en interne, le point principal pour nous, c'est évidemment de garantir la sécurité de nos collaborateurs et du voisinage, mais aussi de leur permettre à nos employés de se développer et de travailler dans des conditions de travail agréables, avec une culture forte. Nicolas le citait en début de réunion. Finalement, les gens qui nous ont rejoints on rejoint un projet qui fait du sens, avec des valeurs très fortes qui sont l'agilité, l'engagement et l'humilité. Ça, c'est vraiment un ciment qui est important et qui fait que l'équipe est très engagée et très efficace. Et évidemment, il y a le sujet des partenariats avec nos fournisseurs, avec nos clients et avec des équipes de R&D qu'on développe déjà et qu'on souhaite continuer à développer, parce que évidemment, cette filière de la bioéconomie, c'est vraiment une filière de partenaires, je dirais, qui doit se développer de l'amont avec les agriculteurs jusqu'à l'aval, avec les clients et les consommateurs. Et c'est pas tout seul qu'on va faire avancer les choses et répondre à cette raison d'être. Et un exemple aussi important, c'est finalement le partenariat, le projet européen que nous coordonnons et qu'Afiren Neoxy
pilote, avec 20 millions d'euros de subventions qui ont été octroyées par l'Europe, qui croit vraiment en ce projet de bioraffinerie comme un exemple à déployer en Europe et qui réunit 12 partenaires industriels très importants autour de ce projet. Donc voilà nos engagements, nos objectifs. Et comment concrètement ça va se déployer finalement dès aujourd'hui dans les années à venir. Donc je vous le disais, en 2021, on a finalement plutôt travaillé sur la vision et notre raison d'être. En 2022, l'idée c'est d'aller un peu une étape plus loin dans la concrétisation avec se fixer des objectifs chiffrés, des indicateurs de performance. On va aussi mettre en place des systèmes de certification ISO sur l'usine pour la qualité et la sécurité notamment. Et puis aussi développer plus le dialogue avec les parties prenantes pour ensuite pouvoir déployer tout cela, finalement, tous ces enjeux de RSE dans l'ensemble de nos métiers. Voilà comment est-ce qu'on se projette en termes de RSE sur les 3 ans à venir. Et finalement, cette méthodologie et ces actions qu'on a décidé de mettre en place, pour aussi s'assurer qu'on était sur la bonne voie, on a décidé de se faire évaluer par un organisme tiers qui s'appelle donc Etifinance et qui est un nom bien connu sur la place publique qui vérifie effectivement l'avancement en termes de RSE des entreprises et qui fait des évaluations extra-financières. Donc on a démarré cette première évaluation l'année dernière donc sur nos activités 2020 et on avait obtenu une note de 55 sur 100 qui était déjà finalement une très bonne note si on se compare aux entreprises finalement équivalentes sur le marché, donc des entreprises de notre taille industrielle. La moyenne est un score de 34 sur 100, donc nous on était déjà à 55 sur 100. Cette évaluation était donc encourageante pour nous, mais nous a aussi permis d'identifier déjà les premiers points sur lesquels il fallait qu'on se renforce. Et c'est ce qu'on a fait en 2021 et il nous a permis finalement d'augmenter nettement notre évaluation donc en ce début d'année 2022 puisqu'on a obtenu une note de 66 sur 100 donc à comparer toujours aux entreprises qui nous ressemblent, qui sont comparables sur le marché. Et donc voilà, ces évaluations sont à la fois très encourageantes pour nous, ils nous montrent qu'on est sur la bonne voie, mais aussi nous permettent d'identifier finalement les points sur lesquels travailler encore plus dans les années à venir, et donc on l'intègre évidemment dans notre stratégie RSE. Voilà comment on aborde ces sujets pour préparer notre développement à l'international et les années à venir. Très bien. Alors, effectivement, il y a pas mal de questions que je vais vous poser maintenant, si vous avez fait à peu près le tour. Bien sûr. Alors, premièrement, il y avait des questions sur les molécules. Alors, je vais poser les 2 questions en une. Donc, avez-vous d'autres molécules en cours d'étude? Et deuxième question, dans les usines 2 et 3, quelles molécules seront produites? Alors, on a effectivement d'autres molécules qui sont en cours d'exploration, j'allais dire au niveau R&D plutôt. Donc, on travaille sur un certain nombre de programmes et de projets, et qui restent des projets R&D à ce stade. Donc, cette usine a vocation à produire ces 7 molécules, et c'est exactement ce même portefeuille qui sera produit dans les usines suivantes. Le reste fera peut-être l'objet de projets additionnels dans les années qui viennent. D'accord. Il y avait aussi quelques questions sur la concurrence. Vous pouvez redonner quelques éléments de concurrents qui vous ressemblent et comment ils évoluent, voilà, ce qui vous ressemblera le plus. Alors aujourd'hui, donc ce qu'on disait tout à l'heure quand j'expliquais ces molécules, 99% de ces molécules dans le marché sont faites à base de dérivés de pétrole. Donc les producteurs sont des gros chimistes ou des acteurs de la pétrochimie en général. En tant que producteur biosourcé, il n'y a pas sur le marché aujourd'hui d'acteurs qui soient capables de produire tout ce panel, tout ce portefeuille. On a en revanche quelques sociétés sporadiquement ici ou là qui vont produire certains volumes sur telle ou telle molécule. On en a une il y a une société qui est sur notre plateforme pétrochimique à Carlin et qui travaille notamment sur la production d'acide butyrique, mais on a aussi une société en Autriche qui va produire comme coproduit de son activité principale une autre de nos molécules. Voilà, donc il y a quelques concurrents, mais de façon assez sporadique sur une molécule en particulier, mais pas d'acteurs sur la globalité qui se pose comme Afiren, comme un producteur de molécules biosourcées sur tout ce portefeuille-là.
D'accord. J'ai aussi quelques questions sur l'impact que peut avoir ce qui se passe en termes d'évolution du cours du pétrole, du gaz et les répercussions que vous avez sur vous, sur votre, sur est-ce que ça favorise vos produits, est-ce que vous faites face à de l'inflation, est-ce que vous pouvez répercuter les prix, comment vous positionnez dans ce contexte actuel? Alors, je mentirais si je disais que je ne m'attendais pas à une question de la sorte. Évidemment, elle est tout à fait justifiée. Alors, il y a un point principal à savoir, c'est qu'en général, voilà, aujourd'hui, le marché, ce sont des molécules pétrosourcées. Donc, on est quand même, enfin, le marché aujourd'hui est quand même sensible et corrélé d'une certaine façon à l'évolution du prix du baril. Ça, c'est un premier point. Donc, quand on a un baril haut, même si la corrélation n'est pas parfaite, on a quand même un effet en général de hausse des prix du fait de la hausse du baril. Donc, c'est un contexte qui, si on exclut l'Ukraine, j'allais dire un contexte de pétrole assez haut est plutôt favorable. Pour ce qui est de l'Ukraine, le point principal, c'est clairement l'augmentation du prix de l'énergie, donc qui va nous impacter. Comme il impacte tous nos concurrents, il faut savoir que nos concurrents utilisent aussi de l'énergie pour produire ces molécules-là. Et le deuxième effet pour eux, c'est effectivement que leur matière première, c'est-à-dire le dérivé du pétrole, subit aussi une hausse importante avec l'augmentation du baril. Donc, ils sont également touchés par cette augmentation et les conditions, j'allais dire, de prix du moment. Donc, on s'attend à une inflation des prix sur nos molécules mécaniquement, qui est en train de se répercuter. Le point, c'est qu'aujourd'hui, il est difficile, les choses évoluent tellement rapidement qu'il est difficile d'avoir une vision très claire. Ce qu'on peut simplement dire, c'est qu'on anticipe effectivement une capacité pour nous de répercuter une hausse des coûts de l'énergie auprès du marché. Ça, c'est un premier point, et donc de couvrir finalement une partie de cette hausse, puisque nos concurrents le seront également. D'accord, merci. Alors, effectivement, il y a une personne qui demande est-ce que c'est possible d'avoir des communications à chaque jalon technique de Saint-Avold, d'être au courant de vos dernières actualités? Comment faire? Comment faire? Alors, il y a un point, je pense, qui est très important, c'est qu'on a toujours une logique voilà, d'être, j'allais dire, non pas prudent, mais d'être en phase avec ce qu'on est en train de faire et que notre communication reflète la réalité de notre avancement. Donc, c'est vrai qu'on était dans une phase là qui était une phase très intense de livraison de l'usine avec énormément de choses à mettre en place, à vérifier, avec une livraison de beaucoup d'équipements qui a pris beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on a recruté assez tôt toute l'équipe pour être capable de faire ce travail-là. Donc, c'est vrai qu'on était, j'allais dire, très orienté sur la préparation et le respect du calendrier pour le démarrage et la mise en service industrielle. Je le rappelle, Jean l'a dit tout à l'heure, on a démarré ce projet de construction en plein Covid avec tous les confinements. On est aujourd'hui en train de respecter notre timing. Donc, c'est quand même une preuve j'allais dire, de sérieux et de capacité à pouvoir gérer ce type de projet. Ensuite, voilà, on réfléchit à pouvoir travailler effectivement sur une communication un petit peu plus importante, un petit peu plus, j'allais dire, cadencée au fur et à mesure de notre production. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille pour donner un petit peu plus d'input à l'avenir, mais on préfère quand même être aussi très focusé sur ce démarrage, voilà, avec des choses imprévues comme n'importe quel démarrage industriel. Ça fait partie du projet. Voilà, donc on essaye de nous communiquer sur des choses qui sont factuelles avec des milestones importants. Mais on essaye, on réfléchit à améliorer un petit peu cette communication quand même. D'accord. Il y avait des questions aussi sur l'empreinte, une question notamment sur l'empreinte carbone. Alors, cette empreinte prend-elle en compte le carbone biogène et en quoi cette empreinte carbone des produits Afiren est-elle très inférieure aux produits traditionnels? Voilà, si vous pouvez repréciser quelques éléments. Oui, bonjour. Effectivement, l'empreinte carbone de nos produits, donc c'est moins 80% par rapport aux produits pétrosourcés. Ça, c'est effectivement dû à différents facteurs, notamment le fait que ce soit des ressources renouvelables, et donc on prend en compte le carbone biogénique. Mais pas que, c'est aussi le fait qu'on a des approvisionnements régionaux et qu'on a un procédé très optimal, très optimisé. Donc c'est
procédé zéro déchet industriel et dans des conditions relativement douces. Ai-je répondu à la question? Je pense que vous avez à peu près dit oui ce qu'il fallait. Peut-être une question complémentaire, est-ce que vous pouvez revendre des crédits carbone? Peut-être que ça vous concerne aussi. Je ne sais pas si c'est une chose. Nous sommes en train d'étudier la question, de réfléchir à tout cela et de regarder ce qui existe comme outil disponible sur le marché. C'est pas voilà, c'est pas encore bien clair pour nous. Qu'est-ce qui est possible de faire dans le cadre de la taxonomie et des outils financiers? À ce jour, non. Après, je pense qu'un point important, c'est qu'on est aussi en train de démarrer cette usine. Quand elle sera en fonctionnement, même si on a tout ce travail préparatoire en route, ce sera aussi plus facile pour valoriser réellement ces éléments et optimiser. Il faut voir aussi que la réglementation sur ces sujets évolue très très vite. Donc nous sommes en veille et nous la regardons, la suivons de près. D'accord. C'est une question, alors plutôt maintenant j'ai quelques questions plutôt financières ou plutôt sur le cours de bourse d'ailleurs. Quel regard portez-vous sur l'évolution de votre cours de bourse depuis donc votre introduction en bourse en septembre 2021? Ça va être difficile de commenter le cours de bourse. Voilà, on essaye vraiment de faire ce travail de respect de nos échéances, de démarrage de cette usine. On travaille sur, effectivement, comme le disait Maxime tout à l'heure, sur les usines suivantes. On a beaucoup progressé. On a cette structuration autour de la RSE qui est au cœur de notre stratégie. On travaille sur les contrats commerciaux. Donc, je pense que c'est finalement le point le plus important pour nous, c'est de continuer à développer le projet, continuer à développer Afiren, accélérer, être au rendez-vous comme on l'a toujours été jusqu'à présent. Et puis après, le reste, le cours de bourse suivra probablement à terme. Voilà, effectivement, sur les e-bourses, vous avez des beaux graphiques pour retrouver ce cours de bourse. Une question aussi sur effectivement comment acheter une action Afiren sans transiter par la banque. Alors, la façon le plus simple, c'est quand même de passer par un courtier en ligne comme EasyBourse ou par une banque. Et donc la question qui vous est adressée, vous avez un service actionnaire qui permet d'acheter une action au nominatif pur, j'imagine. Est-ce que c'est une chose? Je ne sais pas, Maxime, si tu veux répondre à cette question, elle me paraît assez, ce sera facile, je veux dire. Ouais, alors non, aujourd'hui, non, il faut passer effectivement par banque ou un service comme EasyBourse. Mais effectivement, on peut réfléchir à cette solution. Oui, effectivement, c'est quoi? En tout cas, sur EasyBourse, sachez que c'est à la fois, vous pouvez le faire bien sûr en ligne. L'ordre est à partir de 2 €. Donc, ça peut être simple et vous pouvez aussi bien mettre cette action dans un compte titre, mais surtout dans un PEA ou encore dans un PEA PME. Et voilà, ce qui vous permet effectivement de bénéficier d'une fiscalité attractive du PEA ou du PEA PME, sans avoir donc d'impôt sur le revenu sur tous vos gains, que ce soit des plus-values ou des dividendes. Alors, on va prendre encore une question. Voilà, pour combien d'années votre contrat d'approvisionnement en matières premières est-il valable? Voilà. Est-ce un prix à la tonne? Comment sécurisez-vous vos approvisionnements? C'est un contrat long terme, je veux dire relativement long terme, effectivement, avec un prix à la tonne qui est fixé dans un tunnel de prix et dans lequel on va se balader, j'allais dire. Voilà, donc c'est une façon pour nous de sécuriser l'approvisionnement sur le long terme avec un prix maîtrisé et puis surtout de travailler sur le long terme avec notre fournisseur avec qui on a développé un lien intéressant pour justement valoriser ces coproduits d'industrie sucrière. Très bien. Je crois qu'on a à peu près fait le tour des questions. Il y a eu encore aussi une question sur les emplois que vous créez. Vous avez évoqué tout à l'heure la création de 60 emplois sur le site de production. C'est quel type d'emploi principalement? Je pense que c'était quelqu'un qui habite dans le secteur qui est intéressé au sujet. Je te laisse peut-être répondre à cette question. Ce sont des emplois très divers qui regroupent, je dirais, toutes les fonctions d'une unité de production. Donc, ce sont des fonctions d'opération en production, sont des fonctions de maintenance, sont des fonctions au laboratoire de contrôle, sont des fonctions de maintenance avec des formations
qui démarre à peu près au niveau du baccalauréat jusqu'au bac plus 5. Donc, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est très, très largement réalisé puisque sur 60 emplois, on en a déjà plus de 50 qui nous ont rejoints et il y a beaucoup des emplois qui restent qui sont déjà assez largement avancés en termes de capacité de recrutement. Mais c'est une vraie capacité locale qui nous a d'empreinte locale qui a été aussi un élément moteur pour notre arrivée sur le site. Par contre, on continue à recruter du monde côté Afiren sur des emplois un peu plus administratifs, j'allais dire. Voilà, donc il y a aussi des opportunités chez Afiren à Lyon ou à Clermont-Ferrand. J'imagine que tout cela est visible sur votre site internet. Exactement, tout à fait. Parfait. Absolument. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Donc, bien sûr, je remercie grandement tous ceux qui ont participé et qui ont posé des questions. Et surtout, un grand merci à vous quatre pour vos explications claires. Effectivement, j'aimerais finir peut-être avec un petit mot de conclusion, qui est de dire que l'année 2021 a été une année assez très structurante pour Afiren et qui s'est quand même très bien déroulée avec cette usine et la construction et le chantier qui s'est poursuivi, avec encore de nouveaux contrats, de nouveaux clients et surtout une prise en compte de la part de nos clients que, en fait, avoir des molécules biosourcées, c'est un avantage. Mais beaucoup de clients aussi sont venus nous voir pour l'empreinte CO2, comment ils peuvent participer grâce à nos molécules à leurs objectifs de réduction d'empreinte CO2. Donc, en fait, on a vu une accélération quand même de cette thématique lors de l'année 2021. Et voilà, c'était une année pleine, réussie, qui nous a permis de démarrer 2022 sur des bonnes bases et qui nous permettent, et avec aussi l'introduction en bourse et donc la confiance des investisseurs, de pouvoir se projeter dans les usines d'après, dans la poursuite du développement. Donc, une belle année qui s'est écoulée. Très bien. Écoutez, on suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez suivre de près nos actualités. Nous sommes sur LinkedIn et Twitter. Oui, parce qu'on a quand même, pour terminer, pardon, on parlait de communication un petit peu financière, mais il y a beaucoup de travail qui est fait sur la communication, sur l'évolution. On parlait un petit peu de l'usine, mais d'un certain nombre de sujets. Donc, vous trouverez tout ça sur les réseaux sociaux en vous abonnant au compte d'Afiren. Encore merci et très bonne journée à tous. À bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.